Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce premier webinaire d'une série d'échanges entre chercheurs et journalistes scientifiques. Je suis Mardoché Boli, journaliste et communicant scientifique, journaliste vérificateur des faits à PESACHEC et directeur de publication du média scientifique Sciences de chez nous, en abrégé SDCN. Ce webinaire que nous tenons en ce moment est une initiative du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. C'est un réseau qui est né en 2019 lors d'un atelier organisé au cours de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s'est tenue à Lausanne en 2019. Ce réseau encourage et valorise la diffusion de l'information scientifique au sein de l'espace francophone. Il œuvre donc à la vulgarisation de la science dans les pays francophones. Quand on parle de promotion des sciences, on parle aussi, sinon on fait appel à l'expertise des journalistes scientifiques qui utilisent sa plume pour mettre à la disposition du grand public un nombre, sinon un nombre conséquent, un contenu scientifique dans un langage simple. Et cette activité ne peut se faire sans une collaboration avec les chercheurs. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a quelques semaines, le 25 avril dernier, une campagne de la Journée mondiale du paludisme a été célébrée par l'ensemble des acteurs de lutte antipaludique sous le thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Il faut noter que le paludisme, selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait plus de 619 000 morts en 2021. Dans le cadre de la journée mondiale du paludisme, l'OMS a insisté sur un aspect mettre en œuvre et sur l'importance cruciale d'atteindre les populations marginalisées grâce aux outils et aux stratégies dont on dispose actuellement. Comment évolue la recherche dans la lutte contre le paludisme en Afrique? Comment les progrès récents dans la recherche sur le paludisme ont-ils amélioré notre compréhension de cette maladie et son impact sur les populations africaines? Quels sont les nouveaux traitements et vaccins qui sont en cours de développement? Et comment ces traitements et vaccins sont-ils testés et évalués? Autant de questions qui seront débattues avec notre invité du jour, professeur Ousmane Kane, directeur du laboratoire de biologie moléculaire appliquée, qui l'a fondé en l'an 2000. Il a beaucoup travaillé sur le mécanisme de la résistance à la chloroquine et le développement de la nouvelle aminoquinoline antipaludique avec le professeur Donald Krostad. Bonjour professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, Mardoché, pour donner cette opportunité et d'échanger avec vous. Alors, chers confrères, le professeur Ousmane Koïta fera une courte présentation sur l'état de la recherche dans la lutte contre le paludisme en Afrique et nous passerons juste après sa présentation à une autre étape qui est la phase des questions et réponses. Veuillez donc noter toutes vos questions et nous aurons qu'une trentaine de minutes pour les répondre. Vous pouvez répondre, vous pouvez mettre vos questions dans le chat box et nous nous chargerons de relayer ces questions auprès du professeur Ousmane Koïta. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au professeur Ousmane Koïta qui va faire une petite présentation sur, comme je le disais, l'état de la recherche dans la lutte contre le paludisme au Mali. Professeur. Merci bien, Mardoché, et puis l'ensemble de tes collègues pour cette opportunité. Et on nous dit souvent qu'on ne communique pas beaucoup. Et donc, c'est une opportunité pour nous de parler de ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et dans le cadre du paludisme, surtout au Mali. Et donc, je vais commencer par parler un peu du paludisme qui est connu il y a plusieurs décennies et est dû à un petit parasite qui attaque les globules rouges. C'est pourquoi on appelle les nématozoaires, qui attaque le globule rouge, et en attaquant le globule rouge, il arrive à grignoter l'hémoglobine, qui est l'élément qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc, il se développe à l'intérieur des globules rouges et arrive à les détruire. Et donc, en les détruisant, donc vous avez l'hémoglobine qui est perdue et vous avez ce qu'on appelle les cas d'anémie. Le sang n'est pas assez fort pour pouvoir véhiculer l'oxygène. Et donc, c'est une faiblesse au niveau de l'organisme qui n'arrive pas à se mouvoir. La deuxième chose, il arrive aussi à
à amener tous ceux qui sont globules rouges parasités au niveau du cerveau, où se forment des bouchons, en termes beaucoup plus simples, des bouchons au niveau des artères, au niveau du cerveau, qui fait que l'oxygène n'arrive plus à alimenter le cerveau. Et cela a pour conséquence les convulsions et les comas. Et s'il n'y a pas une prise en charge appropriée de ces cas de coma et de ces cas de convulsion, la personne meurt. Et donc, c'est pourquoi nous avons une forte mortalité au niveau des enfants. Et ce que je veux aussi dire, c'est ce que nous connaissons sur le génome de ce parasite. Et ce génome de ce parasite a un niveau faible d'énergie. C'est-à-dire qu'il a la capacité de se casser et de se recombiner. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin, parce qu'il change chaque fois ce qu'on appelle les antigènes qui changent chaque fois, et après qu'il y a des cassures et puis des recombinaisons, de telle manière qu'il est difficile d'avoir un antigène sur lequel on peut utiliser comme un candidat vaccin. Et cela étant dit, on ne peut pas parler du parasite sans parler de son vecteur, qui est l'anophèle. Et l'Afrique, surtout les zones endémiques où la température dépasse 18 degrés, et ce vecteur a la capacité de survivre. Et il survit qu'à cause du sang, du repas sanguin. Donc, il prend le repas sanguin, et c'est ce repas sanguin qui permet la maturation des œufs, des œufs. Et donc, c'est pour la continuité de leur progéniture qu'ils prennent le repas sanguin. Et en prenant le repas sanguin, ils prennent les formes du parasite qu'on appelle les gamétocytes, qui sont ce que nous appelons les formes sexuelles. Et c'est ces formes sexuelles-là qui vont aller au niveau de ce vecteur jusqu'au niveau de la trompe. Et maintenant, en prenant encore ce sang, le repas sanguin, il injecte dans la salive. Il a une salive qui est assez puissante et qui a la capacité de vous anesthésier. Souvent, vous ne vous rendez pas compte. Et maintenant, en prenant ce repas de sang, avale encore d'autres, envoie ces éléments, d'autres formes qu'on appelle les sporozoïdes qui vont maintenant infecter le foie et ensuite les globules rouges. Voilà un peu le cycle dans lequel nous sommes et que le parasite nous met dans ce. C'est un petit parasite et qui montre tous l'humilité qu'on doit avoir par rapport à un microbe de quelques micromètres de diamètre. Et donc, ce qui est aussi important à savoir, c'est les tests que nous menons pour dépister. Les tests ont beaucoup évolué. Ils ont évolué dans la mesure où on prenait souvent des gouttes qu'on mettait sur des verres et qu'on regardait avec le microscope et on différenciait les différentes espèces plasmodiales, les différentes espèces de parasites qui donnent le paludisme. Donc, Plasmodium falciparum qui est beaucoup plus prévalent en Afrique et surtout en Afrique du Sud, à la partie au sud du Sahara, et qui fait que il est important que des tests beaucoup plus simples ont été mis au point dans les années 90. On appelle les tests rapides de diagnostic. Sans microscope, on peut regarder si les antigènes du parasite est dans le sang, sans regarder, sans voir le parasite. Dès qu'il y a présent de l'antigène, donc il y a des traits qui apparaissent sur les cassettes et on dit en ce moment que la personne a le paludisme. Donc, ces tests sont déployés dans les endroits où il n'y a pas de microscope. Et ça a permis d'aider de ne pas se baser sur le diagnostic clinique, mais d'avoir un diagnostic biologique. Et puisque vous savez qu'il y a plusieurs causes de fièvre, et le paludisme n'est qu'une partie de la cause de cette fièvre. Et ensuite, les vaccins. Et comme je l'ai dit, les vaccins étaient très difficiles. C'était un défi et ça continue à être un défi. C'est un défi dans la mesure où, et à chaque fois que le parasite il passe de l'homme et va chez le vecteur, il y a un mécanisme qu'on appelle la méiose. Ce mécanisme permet à deux parasites de se recombiner et de se séparer. Et donc, en faisant cela, ils échangent des morceaux d'antigènes, de telle manière que les antigènes parentaux seront différents des antigènes qui sont issus de la fusion. Du fait qu'on
il y a tellement de variété et de diversité de ces antigènes qu'aujourd'hui, ça a été très difficile de mettre au point le vaccin. Et ensuite, il est possible aussi que lorsque le parasite contamine l'homme, il reste dans le sang, il se multiplie plusieurs fois s'il n'y a pas une prise en charge. Et donc, pendant cette période qu'on appelle la mitose, il se réplique. Le parasite a la capacité de se défaire de certains de ces antigènes. Et nous l'avons démontré en 2012 en faisant la publication que le gène qui est utilisé dans le diagnostic rapide du paludisme, qu'on appelle le gène de l'histidine riche protéine 2, le parasite a la capacité de se défaire de cet antigène. Et au Mali, on a montré qu'il y a 2% de nos parasites qui n'ont pas cet antigène. Et donc, par conséquent, le test peut être négatif alors que le parasite est là. Et donc, c'est pour montrer la diversité génomique du Plasmodium dans son contexte. Maintenant, qu'est-ce qui est fait au Mali? Vous savez que ce n'est pas ce qu'on appelle les maladies orphelines. Les maladies orphelines, ça veut dire que les grandes compagnies pharmaceutiques ne mettent pas beaucoup d'argent pour la mise en place et la production des antipaludiques. Ce que vous voyez tout comme nouveau, ce n'est pas des nouveaux antipaludiques, c'est des anciennes molécules qu'on essaie de mettre en synergie ensemble pour pouvoir empêcher le parasite de pouvoir échapper. Et donc, il y a moins d'engouement, moins de mobilisation financière pour essayer d'aller vers, vous avez vu comment on a mobilisé les ressources financières pour Covid. Et imaginez si on avait ces mêmes ressources contre le paludisme, aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais disons aussi que le paludisme est une maladie environnementale. Il dépend de l'assainissement, de la présence des gîtes larvaires qui conditionnent le développement des moustiques. Donc, il y a aussi l'habitat qui joue. Et c'est sûr qu'on peut avoir le vaccin, on peut avoir les médicaments, mais aussi il faut l'environnement, un cadre sain qui empêche les améphèles de se multiplier. Et donc, il n'y a pas assez d'engouement. Mais ce qui est compliqué, c'est que nous sommes des terrains d'expérience des grands pays, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, et qui font des essais là où le paludisme est endémique, en Asie du Sud-Est et en Afrique, et notamment au Mali. Et on peut dire que le Mali est pionnier dans la recherche dans le cadre du paludisme, et puisqu'on héberge des grands centres de recherche sur le paludisme, il faudra le dire. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est connu comme mécanismes qui ont été identifiés dans le labo, on regarde dans les conditions naturelles de transmission. C'est là où la recherche se passe. Toutes les recherches que nous avons actuellement se passent chez nous parce que nous voulons voir les conditions dans lesquelles le parasite arrive à survivre dans les conditions normales. Vous n'avez pas de paludisme aux États-Unis, il n'y en a pas en Allemagne. Mais c'est question de stratégie parce qu'ils vont déployer leurs armées, leur population aussi se déplace. Donc, il faut qu'ils arrivent à maîtriser tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est la biologie, pour pouvoir mettre les tests et pouvoir déceler, détecter, et pour qu'il n'y ait pas de forte létalité dans leur population. C'est leur engouement. Donc, c'est pourquoi nous en profitons. Et les recherches qui se font, est-ce qu'actuellement, le régime thérapeutique actuel est toujours efficace? Et donc, que ce soit les MRTC, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les MRSP, on regarde la réponse des différents isolats de parasites dans le pays et voir si ces médicaments tiennent toujours. Et donc, vous avez vu le cas de la chloroquine. Il a été démontré que la chloroquine n'est pas efficace et on l'a retirée du marché. Et en retirant la chloroquine du marché, on a mis des combinaisons qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui met l'artémisie avec une molécule partenaire. Donc, ce travail, il est fait. Et ensuite, la diversité des souches plasmodiales, cette étude aussi, elle est faite. Et ensuite, la résistance aux insecticides, cette étude aussi est faite dans le cadre du programme PMI, qui permet de voir est-ce que les insecticides qui sont utilisés dans l'imprégnation des moustiquaires, ces insecticides sont toujours efficaces. Donc, en fait, c'est les recherches opérationnelles.
Mais il y a eu, disons, il y a eu des essais cliniques au Mali, dans le cadre de Malaria 5, qui était un produit de la direction de la pharmacopée, au temps du professeur Koumari et du professeur Ogobara, qui ont essayé de voir est-ce que le Malarial 5, qui est à base de plantes africaines, maliennes, peut protéger contre le paludisme. Ils ont trouvé que c'est possible, mais le volume qu'il faudra faire boire à l'enfant, ce volume était très important. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas eu de grande publicité, mais le principe, il est là. Il y a une propriété antipaludique qu'il faudra potentialiser qui n'est pas encore fait. Et donc, ça a été fait. Et ensuite, il y a, je ne suis pas sûr, on fait des tests sur les vaccins et nous faisons tester les vaccins au Mali. Pourquoi? Parce qu'un essai clinique est très cher. Et il n'y a pas de cas de paludisme en Europe. Donc, ils viennent chez nous pour tester les candidats vaccins. Donc, c'est ce qui, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'il y a des tests, on appelle les essais vaccinaux. Ces essais vaccinaux sont faits avec les grandes compagnies pharmaceutiques, mais avec l'apport des États-Unis qui permet de compenser un peu le désintérêt des firmes pharmaceutiques parce qu'ils n'ont pas un intérêt immédiat comme si c'était un médicament contre le Covid. Donc, il y a cela. Donc, il n'y a pas de recherche endogène réfléchie par nous-mêmes pour répondre à une solution. Il y a eu des comportements, des changements de comportement. Et vous savez auparavant comment on faisait pour protéger? Les peuples le savent. Pour empêcher les moustiques de venir dans les habitations humaines, ils mettaient les pâturages entre les gîtes larvaires et les habitations humaines. Donc, les moustiques, quand ils ont besoin de sang, ils viennent prendre le sang des animaux. Donc, ils n'ont pas le temps d'arriver aux habitations pour prendre le repas sanguin, etc. Et ça, il faut qu'on nous comprenne qu'il y a des populations qui ont vécu dans des situations de présence de l'anophèle, du parasite, mais qui ont résisté de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Il y a des populations qui sont réfractaires. Est-ce qu'il est temps qu'on regarde pourquoi ces populations sont réfractaires au paludisme, pourquoi ces populations ne développent pas le paludisme, et savoir, c'est bon de savoir. Et donc, avec ça, on pourra aussi initier des thérapies qui sont à base génique pour comprendre. Et d'autres choses, d'autres idées, et nous développons actuellement, peut-être que la question va se poser, est-ce qu'il est possible, avec nos plantes, de l'intégrer, certaines plantes qui ont des propriétés antipaludiques, de l'intégrer dans soit la banane, soit l'orange, soit le riz, et pour que dans les zones où le paludisme constitue un risque, surtout dans les zones rurales, où en mangeant de tels aliments, on arrive à se protéger en même temps comme si on prenait le Coartem ou d'autres antipaludiques. Donc, cette étude est en train de... D'accord, professeur. Nous partons tout petit peu vers la fin de votre présentation pour accéder à la phase de questions-réponses. Nous vous prions d'aller vers la conclusion pour nous permettre de vous poser les différentes questions. Okay. Donc, parce qu'il y a tellement de questions. Nos confrères veulent vous poser tellement de questions. D'accord. Et donc, je vous dis qu'il n'y a pas une recherche endogène proprement dite. Ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les recherches commanditées. Et là, c'est ce qu'il faut changer. Donc, avoir une réflexion endogène, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le seul exemple que je vais vous donner pour la lutte contre le paludisme, l'USAID à travers PMI met 15 milliards de francs CFA par an pour acheter les intrants, c'est-à-dire les médicaments qui sont gratuits pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, les moustiquaires imprimés, les tests rapides. Et imaginez que ces 15 milliards n'existent plus. Donc, c'est pourquoi ça doit nous pousser pendant ce temps à développer des solutions endogènes pour prendre en compte le paludisme et diminuer
les indicateurs, surtout la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, la recherche, il faut qu'elle soit endogène, bien réfléchie, avec une volonté politique affichée d'arriver au traitement qu'il n'y a plus de mort due au paludisme. C'est un peu difficile d'aller à l'infection zéro, ce n'est pas possible, mais au moins qu'aucun enfant ne meure de paludisme. Ça, on peut aller avec ça, mais il est possible que l'enfant soit infecté, mais qu'on a la capacité de le traiter et que le paludisme puisse être traité en famille. On va revenir, mais voilà ce que je voulais dire à l'entame de cette discussion, échange avec vous. Merci, professeur. On retient de votre intervention que vous avez beaucoup insisté sur la recherche endogène. Vous avez appelé la communauté scientifique à mener beaucoup de recherches et à s'appuyer sur nos expériences endogènes. Merci, professeur. Et avant de donner la parole à mes chers confrères ou de prendre les questions de mes chers confrères, j'ai toutefois des questions à vous poser. Professeur, aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels les chercheurs sont confrontés lorsqu'ils travaillent sur le paludisme en Afrique? Bon, je pense que le gros problème, c'est que les Africains eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre. Et je veux dire les Africains dans notre globalité. Et c'est sûr que nous travaillons au laboratoire, mais il y a d'autres acteurs qui ont un impact sur les différents éléments qui rentrent dans le cycle biologique du parasite. Par exemple, si nous prenons les architectes, nous prenons les urbanistes. Les urbanistes, il faut qu'ils arrivent à avoir un cadre assez... Vous pouvez tant donner de médicaments à tel nombre de populations, mais vous allez continuer avec ce cycle, il faut un moment briser le cycle. Et maintenant, quand vous prenez un seul exemple, les moustiquaires imprimés, qu'on donne aux enfants et aux mamans, et quand vous voyez le type d'habitat, c'est-à-dire c'est des maisons, vous rentrez, vous couchez. Mais nos populations vivent plus de 80% de leur temps dehors la nuit et ils ne rentrent que pour dormir. Et pendant que ces populations sont dehors, le parasite, le moustique, a tout le temps de les piquer. Et donc, ce n'est pas seulement la question de médicaments, de vaccins, mais aussi il y a le comportement. Et c'est pourquoi il faut que les socio-anthropologues, les environnementalistes, les politiques se disent qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans ce domaine pour réduire l'impact. Maintenant, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de paludisme. Si les gens se protègent dans des salons avec les moustiquaires imprégnés ou les rideaux imprégnés, surtout les rideaux imprégnés, à partir de 18 heures, les moustiques n'auront plus le temps de piquer. Mais quand vous regardez dans les rues, à partir de 18 heures, quand il y a un match Barça et Real, vous voyez les rues sont bonnées déjà. Et ça, c'est un festin pour le moustique. Et donc, ce n'est pas seulement les biologistes, mais c'est tout l'ensemble de la population qui doit voir le cycle. C'est-à-dire qu'on doit connaître le cycle et voir quel est l'endroit où on peut agir, avoir un impact pour briser le cercle vicieux. C'est là le message qui est important, M. Machori. Vous avez beau faire les médicaments, vous allez continuer à les acheter. À un moment, il faut arrêter d'acheter. Prendre d'autres mesures qui ne demandent pas l'achat de médicaments, mais qui sont de simples mesures de comportement. Se comporter et comprendre que le vecteur, il est là. Il cherche l'opportunité à prendre du sang. Il ne cherche pas à te transmettre, hein. Il cherche seulement à prendre du sang pour que lui, en tant qu'anophèle, il puisse assurer sa progéniture et sa génération. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, que ce n'est pas un problème thérapeutique, mais c'est aussi un problème de comportement. Il faut que nous changions nos comportements en termes de type d'habitat. J'insiste bien. Et ça diminue les nuisances, les piqûres qui peuvent venir. Et donc, voilà en gros ce que je voulais dire, que vraiment, il faut une bonne volonté de tout le monde et pour briser le cycle du paludisme.
Professeur, pour briser le cycle du paludisme, justement à votre niveau, au niveau du laboratoire de biologie moléculaire, vous avez développé, vous êtes en train de travailler sur des bananes transgéniques pour lutter contre ou prévenir le paludisme. Quels sont, hormis cette technologie, bien sûr, sur laquelle vous allez revenir nous expliquer ce que vous faites exactement, quels sont les nouveaux traitements et vaccins qui sont en cours de développement pour lutter contre le paludisme en Afrique et comment ces traitements-là et vaccins sont testés et évalués? Merci bien. Bon, donc, je vais commencer par le médicament dont je connais bien. Et donc, en fait, le médicament, s'il s'agit de le développer, il peut prendre 40 ans, une seule molécule. Et la molécule sur laquelle nous avons travaillé, qu'on appelle la AQ13, mais maintenant qui a été testée au Mali, ils ont commencé à comprendre le mécanisme par lequel la chloroquine agit. C'est-à-dire qu'auparavant, on ne savait pas comment la chloroquine agissait. Il fallait démontrer que la chloroquine entrait dans les globules rouges et maintenant s'attaquait à l'hémoglobine. Et donc, il fallait identifier le transporteur. Et ce transporteur a une structure qui permet de se lier à la chloroquine et l'amener au niveau de ce qu'on appelle la vacuole parasitophore, c'est en fait l'estomac du parasite. Et donc, quand ils ont compris que cette structure de la chloroquine doit s'adapter au transporteur, donc ils ont modifié la structure et ensuite, en modifiant la structure, le médicament qui est la chloroquine est devenu plus 100 fois plus efficace que nous avons appelé AQ13. Donc, il fallait faire la phase d'innocuité aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas de paludisme, s'assurer que ça n'a pas d'effet, non seulement sur les animaux de laboratoire, et aussi sur l'homme aux États-Unis. Et ensuite, on l'a amené au Mali en 2013, 2015, et on a montré que cette molécule est aussi efficace que le Coartem, un traitement de 3 jours. Et maintenant, sont en train de développer, mais ça a montré toute son efficacité. Maintenant, en termes de vaccins, il y a 2 vaccins qui sont là. Le premier, qu'on appelle le RTSS, et qui est basé sur les sporozoïdes, et a été testé dans 3 pays africains, et le Ghana, le Malawi et la Tanzanie, je pense bien. Malawi, Kenya, Ghana. Donc, ça a montré que ça n'a pas d'effet sur la santé des enfants, mais a une efficacité de 30%. Et l'OMS l'a homologué en disant si nous le mettons avec les autres interventions, on peut réduire le niveau de paludisme presque à 80%, il n'y aura pas de paludisme. Donc, ils sont partis sur ce calcul que 30% d'efficacité assurée par le vaccin RTSS, plus ce qu'on appelle la chimioprophylaxie, c'est-à-dire qu'à chaque début de saison, on donne des comprimés à titre préventif pendant les 4 mois de la saison. Donc, vous ajoutez ça au vaccin, qui sera, chaque enfant sera vacciné au même moment où on donne le médicament, 4 fois dans l'an, 4 fois, une fois par mois pendant 4 mois. Et ensuite, les moustiques imprégnés qui vont s'y ajouter. Et ensuite, le traitement gratuit qui est là. Donc, le tout permet de pouvoir éliminer ou bien réduire la charge du paludisme. C'est ça ce qu'ils ont vu. Et maintenant, l'autre là qui est développé par London School, et pour revenir, le RTSS avait commencé avec des chercheurs de New York, Madame Root. Pour ça, c'était en quelle année que le RTSS a été créé? En 1987. Et aujourd'hui, quel problème éthique ce vaccin-là pose? Bon, en fait, le vaccin en tant que tel n'est pas un problème, mais l'approche utilisée. Parce que moi, je pense en tant que scientifique que les personnes qui sont les plus à risque, c'est les zones qui ne vivent pas dans les zones d'endémie, c'est-à-dire chez nous. Nous avons une certaine immunité qui nous protège. Mais il y a nos collègues français,
américains, quand ses collègues viennent au Mali, ils sont obligés de prendre chaque jour un comprimé pendant tout leur séjour. Donc, je pense qu'il faut que ces personnes soient vaccinées d'abord. En termes d'éthique, il faut passer par les adultes. Est-ce que pour cette sécurité, en train de dire, est-ce que c'est qu'il faut d'abord vacciner, il faut d'abord laisser les enfants de moins de 5 ans, les enfants qui sont dans les zones endémiques de moins de 5 ans, et d'abord se concentrer sur les personnes qui voyagent dans nos pays, qui se situent dans les zones endémiques. Exactement. Donc, vacciner ceux qui viennent dans les zones endémiques, ça c'est un. Donc, ça va prouver l'efficacité, ça c'est un. Et sur le plan éthique, on ne parle pas directement aux enfants, puisque les enfants ne peuvent pas donner un consentement. Et ensuite, les personnes qui sont fragiles, il faut les vacciner ici. Et donc, les adultes étant vaccinés, maintenant, on sait, est-ce que le vaccin il est bon ou il n'est pas bon? Et maintenant, on peut soumettre les enfants. Mais pour me vacciner, il faut que je donne mon consentement. Il y a des gens qui ne veulent jamais être vaccinés. Mais si vous imposez aux enfants, je pense que ce n'est pas éthique. Donc, nous pensons que l'OMS doit aller voir sa copie en faisant une approche, en commençant par les plus à risque, les moins à risque. Parce que moi, j'ai fait le paludisme quand j'étais enfant, chaque année scolaire. En début d'année scolaire, je faisais mon paludisme. Donc, je sais. Et donc, si je suis vacciné, il est probable que l'efficacité même du vaccin soit à peu près 50 à 80% parce que j'ai des anticorps qui sont déjà là. Et vous ajoutez les anticorps aux antigènes, aux anticorps qui sont induits par les antigènes, et donc vous avez une bonne efficacité. Et là, comme ça, je comprends et je peux permettre à mon enfant d'être vacciné. Parce que moi-même, j'étais vacciné et j'ai compris. Donc, c'est ces problèmes éthiques qui fait que, et souvent les gens ne comprennent pas, ils disent, ils viennent nous vacciner pour réduire notre capacité à faire des enfants, alors que ce n'est pas ça, c'est un manque de sensibilisation et un déficit de communication que vous avez la charge, ce manque de communication. Il faut que vous communiquiez que le vaccin a une importance en santé publique. C'est le meilleur moyen de finir avec les maladies, le vaccin. Mais il faut qu'elle soit bien utilisée, le vaccin soit bien utilisé et qu'on sache pourquoi et que tout le monde comprenne l'utilité du vaccin et comme ça, on peut soumettre les enfants de moins de 5 ans. Donc, professeur, voilà. vous avez parlé du vaccin. En même temps, vous avez dit que au niveau de chaque famille, on a quelquefois manifesté des épisodes de paludisme. C'est vrai, au niveau de nos familles aussi, il y a aussi l'utilisation des médicaments traditionnels. On a notre confrère journaliste de la République démocratique du Congo qui se pose la question, quelle place vous accordez aux pratiques traditionnelles dans la lutte contre le paludisme? Bien. En fait, il y a ce qu'on doit savoir. Il y a toujours une réaction du parasite lorsque vous soumettez le parasite à une thérapie. Il arrive à dévier l'effet du médicament. C'est ce qu'on appelle la résistance. Maintenant, si la dose qui est donnée n'est pas appropriée, vous avez le risque de sélectionner certaines souches qui vont devenir résistantes à ce médicament. C'est là où l'OMS a un peu peur de ne pas laisser tous les médicaments venir sur le marché, mais de s'assurer de l'efficacité et que les prescriptions soient bien faites, que les doses soient bien connues, de ne pas donner un médicament qui peut à la fois éliminer les souches qui sont sensibles et nous laisser les souches qui sont résistantes. C'est le cas de ce qu'on appelle l'antibiorésistance, la résistance aux antibiotiques, parce qu'on élimine les souches qui sont sensibles à tel antibiotique et maintenant, c'est les souches qui sont résistantes qui prolifèrent. Et donc, c'est pourquoi il y a certains antibiotiques qui deviennent obsolètes. Donc, c'est pour éviter ça que l'OMS demande à ce que les plantes, si vous voulez utiliser les plantes médicinales, que ces plantes-là passent par un essai clinique rigoureux, très rigoureux, et qui sont des principes
qui sont connus. Il faut que tout ce que vous allez faire, ça se fait sur un plan aléatoire. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas vous-même vos patients pour leur donner les médicaments. Il faut comparer à un autre médicament dont l'efficacité est connue. Et il faut s'assurer aussi que vous pouvez les administrer en 3 jours. Parce que si vous administrez les médicaments en 7 jours, les gens s'arrêtent en 2 jours au lieu de 7, et finalement, vous allez promouvoir la résistance. Donc, c'est ce qui fait que l'OMS n'est pas contre les plantes. Mais c'est parce que nous, les Africains, nous avons des connaissances empiriques et qu'on n'essaie jamais de prouver avec la science que voilà, ce que vous avez appliqué au quartin, nous l'appliquons aux molécules qui viennent de nos plantes. Et vous mettez face à face les données et que ces données soient visibles par tous les scientifiques. Aujourd'hui, il y a des plateformes et un essai clinique, quand vous commencez un essai clinique, toutes les données sont reportées sur cette plateforme. Et chaque chercheur peut regarder ce que tu fais. Et au moment où tu mets ce médicament sur le marché, tous les scientifiques ont déjà reconnu que ça a été une molécule qui a été rigoureusement testée et maintenant l'OMS donne son homologation. C'est ce qui nous manque. Ce n'est pas parce que l'OMS est contre la médecine traditionnelle, non. L'OMS finance cette partie de recherche sur nos plantes traditionnelles. Mais c'est parce que nous n'avons pas de méthodes éprouvées et qui nous disent à la communauté internationale, l'artémisinine, c'est une plante, ça vient d'une plante. Aujourd'hui, si l'on l'utilise, c'est parce qu'il y a des essais cliniques et qui ont montré que ça a une efficacité de 98%. C'est-à-dire que si vous donnez à 100 personnes, il n'y a que 2 personnes seulement qui ne sont pas guéries. Ce qu'on appelle le taux de guérison. Et ça, c'est connu. Et nous, quand on a testé contre Acutres, on a trouvé le même taux de guérison. Donc, voilà ce qu'on demande aux chercheurs africains. D'accord, professeur. Ce qui est connu, vous avez dit, au Burkina Faso, on sait que la fondation Gates a financé une étude pour mettre en place, pour développer des moustiques génétiquement modifiés. La question nous vient de notre confrère du Burkina Faso, qui se pose la question, quel commentaire faites-vous de cette étude? Est-ce que vous pensez que cette étude aura des résultats satisfaisants? Quel commentaire, vous, en tant que scientifique, vous apportez précisément sur cette étude-là? Donc, vous parlez des moustiques transgéniques, c'est bien cela? Exactement. OK. Donc, je pense que j'ai assisté à certaines réunions de haut niveau. Et pour moi, en tant que scientifique, on ne doit jamais laisser une piste de côté. Il faut avoir un national qui se trouve sur les étagères, le moment où toutes les techniques n'arrivent pas à marcher, qu'on cherche, qu'on a un dernier recours. Mais le problème pour moi, pour les moustiques transgéniques, c'est lorsque quand vous lâchez les moustiques transgéniques, vous ne savez pas où ces moustiques vont aller. Vous ne savez pas ce que ces moustiques vont rencontrer. Vous ne savez pas quel est l'environnement dans lequel son génome est modifié. Vous l'avez modifié, mais dans la nature, il y a ce que je vais vous appeler l'épigénétique. Et ça veut dire que son génome peut être modifié. Et l'objectif recherché, le moustique ne peut plus aller vers cet objectif recherché parce qu'il a subi d'autres transformations. Et pour vous dire que le moustique, différemment de nous avons la capacité de contrôler notre température. C'est ce qu'on dit, nous sommes homéothermes. Nous avons au niveau du cerveau ce qu'on appelle le centre thermorégulateur. Lorsque notre température, vous sortez dehors, vous sentez la chaleur, mais la température corporelle ne dépasse pas 37 degrés. Ça change seulement que lorsque vous avez les pathogènes à l'intérieur et que vous êtes infecté. Mais les moustiques n'ont pas cette capacité de contrôler leur température. Ils prennent la température de l'environnement. Et c'est pourquoi ils disent qu'ils sont poikilothermes. Donc, je vais un terme scientifique trop. Donc, ils sont exposés à la température ambiante. Ne peut pas changer, ne peut pas contrôler la température à laquelle ils sont soumis. Donc, imaginez que le génome, le niveau d'énergie, si nous prenons par exemple
Et nous, toi, et Mardoché et moi, nous avons notre génome est très solide chez les hommes. Parce que c'est fait par des bases qu'on appelle la guanine cytosine, qui sont des liaisons très fortes, que c'est difficile de casser. Et nous sommes à 85%. C'est pourquoi nos enfants nous ressemblent. Mais quand vous prenez le plasmodium, il est seulement la base AT, adénine et thymine, avec une double liaison, facilement cassable. Et donc, il est possible qu'à une telle radiation, que les moustiques peuvent changer. Et vous ne savez pas en ce moment. Est-ce que ce serait un vampire? Vous ne le savez pas. Donc, c'est pourquoi les essais, il faut les faire, mais en milieu confiné. Mais maintenant, au moment où vous laissez vous allez en milieu ouvert, où vous avez une variabilité qui est là, et vous n'êtes pas sûr que le moustique que vous avez conçu garde ce que vous avez mis dedans. Et c'est là la problématique. Et c'est là où on doit réfléchir. Et la même chose quand vous lâchez. Vous ne savez pas ce que elle peut augmenter l'autonomie de vol. Ça peut changer sa capacité de sucer. Ça peut changer aussi les molécules en suçant le sang. D'autres molécules peuvent être injectées chez l'homme et qu'on ne contrôle pas. Et c'est là où nous, scientifiques, on est un peu dubitatif, mais en tant que scientifique, il faut toujours agrandir l'arsenal des moyens de lutte. C'est possible de bien connaître tous les facteurs, de bien les maîtriser, de connaître tous les contextes écologiques dans lesquels on déploie ces moustiques. Il faudra les déterminer. Est-ce que si vous lâchez les moustiques dans le Sahel, vous le lâchez dans la savane, vous le lâchez dans la forêt, est-ce que vous avez les mêmes comportements? Ou bien, à l'égard des animaux, est-ce que vous avez le même comportement? Non. Et tout cela n'est pas connu. Il y a tellement de variables à élucider qu'il est trop tôt de lâcher. Continuez à les confiner, à les étudier, et dans tous les cas possibles. Et le phénomène d'épigénétique, le moustique ne peut pas échapper à cela. Voilà ce que je voulais dire concernant les moustiques transgéniques. Je pense qu'en termes de recherche, il faudra faire la recherche, mais on n'a pas encore toutes les données en main pour les lâcher. Merci, professeur. Une autre question de notre confrère de journaliste au Cameroun. Je lis la question. Il dit, professeur, vous dites qu'il faut qu'on puisse aménager nos habitats pour pouvoir lutter contre le paludisme en Afrique. Comment peut-on lutter efficacement contre ce phénomène, étant donné que le seuil de la pauvreté dans nos États est élevé au regard du fait que la population vit dans la précarité et est incapable de construire des maisons dignes, assainir les points d'eau capables, comment s'y prendre? Bien. Donc, la bonne gouvernance. Et il faut qu'on commence et qu'on le dise. Il faut que l'État, c'est le gagnant de l'État d'assainir. Et moi, souvent, quand je pars dans les villages, je vois que c'est mieux assaini qu'en ville. Mais ce qui est le problème, c'est que le type d'habitat, si par exemple, vous avez une chambre à coucher, un salon, et vous mettez les rideaux imprégnés, et qui sont des écrans, et qui empêchent le moustique de rentrer, et que vous savez qu'à 6 heures, à 18 heures, vous devez rentrer à 18 heures, être dans votre préchambre, et faites vos activités dans cette préchambre avant d'aller vous coucher. Au moins, les rideaux vous protègent. Les rideaux imprégnés. C'est possible aujourd'hui de fournir les rideaux imprégnés. Deuxième chose, c'est de savoir que les gîtes larvaires, nos populations le savent, qu'il faut les drainer, qu'il ne faut pas que des eaux stagnantes y vont. Ça, c'est la gouvernance. Et vous ne pouvez pas agir. C'est des changements de comportement. Et moi, je sais que des maladies ont été éliminées en Europe en agissant seulement sur l'environnement. Mais ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher, l'assainissement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir même une goutte d'eau
au niveau de la rue. Et ça, c'est dingue. En milieu rural, vous savez, les épis de riz et de maïs plutôt, quand les feuilles peuvent collecter l'eau, et ces feuilles qui collectent l'eau servent aussi de gîte larvaire. Et donc, le seul moment où il faut échapper, c'est la nuit où le moustique devient agressif. C'est en ce moment qu'il faut protéger les enfants. Pour ça, il y a une question intéressante qui va, c'est-à-dire qui est dans le même sens que cette question précédente-là. Elle nous vient du confrère Sidi Aïdara qui pose la question dans la lutte contre le paludisme, quelle est la place de l'approche champ-école avec les riziculteurs? Vu que vous avez parlé de maïs, etc., quelle est la place de l'approche champ-école avec les riziculteurs? Oui, je suis d'accord, champ-école. Et quand vous parlez de champ, vous parlez de revenus. Et chaque soin a un coût. Et vous demandez, par exemple, vous prenez par exemple prenons le riz. Prenons le riz et partez à Nyon. Il y a des millionnaires à cause du riz. Mais regardez le type d'habitat social que vous avez à Bamako. Je ne sais pas si la personne a déjà vu Bamako. Donc, c'est ce qu'on appelle les logements sociaux. C'est un prototype d'habitat avec un salon, avec une chambre à coucher, et avec plusieurs autres chambres, et donc avec toutes les commodités à l'intérieur. Et donc, ce que le gouvernement fait, ils font des subsides. Donc, vous payez sur plusieurs années. Prenez par exemple ces zones rurales où la production agricole permet des revenus. Maintenant, c'est de construire ce type d'habitation dans ces zones où les populations sont revenues. Ils peuvent payer. Donc, en mettant ce type d'habitation dans ces zones où ils comprennent les champs-écoles, où ils comprennent le cycle du parasite, ils savent que si le parasite et le moustique vient à 18 h et qu'ils se mettent à l'abri. Et si c'est moi, à partir de 18 h, j'ai ma télévision, je regarde un programme, j'ai l'eau potable parce que c'est un habitat assaini et j'évite les piqûres des moustiques, j'évite les nuisances des moustiques et je regarde mon match Barça dans le salon. Donc, il suffit de changer le type d'habitat. Et donc, quand vous changez le type d'habitat, vous ne pouvez pas aller dans le champ, essayer de drainer toutes les eaux qui se trouvent dans le champ. Vous n'aurez pas de récolte. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous comprenez le cycle biologique du parasite et que vous savez que c'est le moustique qui le transmet, donc vous évitez le contact entre vous et le moustique. Et le meilleur moment, c'est la nuit. À partir de 18 h, vous allez vous mettre à l'abri et vous n'êtes pas exposé. Et je pense qu'avec ça, si nous mettons ce programme en Afrique, avec une amélioration du type d'habitat, avec la sensibilisation par rapport au cycle du parasite, je pense qu'on peut. Est-ce que vous savez que dans nos villages, les gens pensent que le paludisme est dû à l'œuf de pintade ou bien au noix de karité? Parce qu'il y a une coïncidence. C'est au moment où l'eau est là, les moustiques sont là, c'est en ce moment que les karités et les pintades et les œufs de pintade sont là. Donc, les gens ont fait une corrélation et pour dire que c'est parce que j'ai mangé de noix de karité et où j'ai mangé des œufs que j'ai le palud. Non, c'est une coïncidence écologique. C'est au même moment que les trois aspects se présentent. Donc, on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est le moustique qui le transmet et qu'il faut une barrière entre le moustique et l'homme à un moment donné de la journée. Et si cela est compris, 50%, je dis bien 50% de cas, on aura moins de 50% de cas. C'est ce que je veux dire, mais je pense que c'est un problème de gouvernance et qu'on peut mettre ces habitats
là où on pense que les populations sont revenues, et ces revenus permettent d'assainir leur habitat et de les permettre de, comme s'ils étaient à Bamako. C'est ça, en fait. Il ne doit pas double standard. Les maisons sociales qu'on a à Bamako, on doit les construire là où les gens ont des revenus. Je ne sais pas bien le Cameroun, mais au Mali, il y a le revenu à partir du coton, il y a le revenu à partir du riz, il y a le revenu à partir de la diaspora. Et donc, on peut capitaliser sur ça en disant qu'ils ont des revenus. Donc, mettons un habitat approprié pour pouvoir empêcher le contact entre le vecteur et l'homme. Ça, seulement, ça suffit de réduire 50% du cas sans passer par le médicament. Professeur, parlant de revenus, nous allons prendre cette dernière question qui nous vient du Togo. La question, c'est de savoir, est-ce que le paludisme ne constitue pas un business pour les industries pharmaceutiques en Afrique? Des vaccins ont vite été trouvés pour le COVID, mais pour le paludisme, qui est une vieille maladie, on a l'impression que beaucoup d'efforts ne sont pas faits pour l'éradiquer. Est-ce que, professeur, le paludisme ne constitue pas un business pour les industries pharmaceutiques? Non, ce n'est pas un business pour eux. Quand vous regardez les portefeuilles là, ce n'est rien. D'ailleurs, on les pousse à fabriquer. Et vous voyez, Gates pousse à les fabriquer parce qu'il y a un principe. L'enfant ne doit pas mourir. Ça, c'est le principe. Un enfant ne doit pas mourir. Et donc, toutes les maladies évitables, on doit pouvoir mettre l'argent. Et donc, il y a des fondations qui financent et qui poussent les industries. Sinon, s'ils regardent le modèle business, il n'y a pas de rentabilité. Le seul cas où on pense que c'est rentable, c'est lorsque les expatriés achètent ces médicaments pour venir en Afrique. C'est là où il peut faire un peu de bénéfice. Mais en Afrique, c'est à peu près $2 le coût d'un antipaludique. $2. Mais vous prenez le coût d'un hypertenseur, d'un anti-hypertenseur, c'est beaucoup. Il faut aller mais pourquoi, professeur, ça a été facile pour les gens de fabriquer rapidement le vaccin contre le COVID. Pour le paludisme, vraiment, c'est très difficile. Ça a été difficile. Pourquoi? On ne comprend pas, en fait. Bon, non, en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a un marché qui est là. Et en fait, quand vous regardez la létalité mondiale, c'est une pandémie. Moi, je sais combien de personnes j'ai perdu. Mais aussi, nous perdons beaucoup d'enfants africains. Je vous dis, en 2006, quand moi j'étais dans la zone de Djoro, ceux qui ne sont pas du Mali, c'est derrière Ségou, le long du fleuve Niger. Mais on est tombé en octobre sur des cas de paludisme que souvent, on faisait les perfusions à partir du mur. C'est-à-dire, on mettait la pointe, on mettait le perviseur sur le mur et on alignait les enfants jusqu'à 20 enfants le long du mur. Mais avec un projet qu'on appelle le projet Village du Millénaire, après 5 ans, quand ils sont intervenus avec les moustiquaires imprégnés, ils sont venus avec le traitement gratuit, ils sont venus avec le traitement gratuit chez les femmes enceintes, avec la détection des cas. Donc, ils ont réduit le paludisme à peu près à 20%. Mais le seul cas où on ne sait pas les 20%, parce que les gens restaient un peu dehors. Ce qui a fait qu'on n'a pas réduit à 0%. Et donc, ces petites interventions ne coûtent pas beaucoup. Ne coûtent pas beaucoup à l'industrie. Donc, l'industrie, le marché il n'est pas là. Le marché africain n'est pas costaud. À part le Nigeria, quel est le pays qui a 50 millions d'habitants? Prenez un hypertenseur. Mais c'est tous les humains. Et donc, s'ils ont de l'argent, ils mettent l'argent à développer un anti-hypertenseur au lieu d'un antipaludique. Mais maintenant, ce qui les pousse, c'est les philanthropes qui disent que non, personne ne doit mourir du paludisme. Et c'est pourquoi le NIH souvent prend en charge les essais cliniques.
en prenant les molécules des grandes compagnies, et dit non, mais nous, on n'a pas intérêt. On dit bon, d'accord, mais la partie clinique, essai clinique, nous prenons ça en charge. C'est pourquoi dans nos pays, il y a des centres de recherche clinique. C'est pour réduire le coût, puisque les industries, ça coûte cher. Et je parlais de AQ13. Ils ont commencé à travailler sur ça en 88. Maintenant, c'est en 2015 que nous avons essayé de donner ça à des gens qui sont infectés au Mali. Imaginez, pour combien de population? À peu près 200 millions. Parce que le Niger a 100 millions et le reste, disons, 300 millions. Mais prenez la Chine pour les antihypertenseurs, c'est des milliards. Et donc, voilà ce qu'ils font. Ils font un calcul, ils ont leur business plan, ils regardent là où ils peuvent avoir de l'argent. Mais les philanthropes le disent non, cette maladie est évitable, nous mettons de l'argent pour que vous nous donnez. Et vous savez, pour l'onchocercose, l'ivermectine, c'est un médicament qui est destiné aux animaux. Pour vous dire. Mais maintenant, on l'a utilisé et on a interrompu la transmission de ce qu'on appelle la microfilaire qui viennent d'une mouche et qui infecte les personnes qui deviennent aveugles. Et maintenant, il n'y en a plus. Il y a eu un gros programme qu'on appelle ONCO qui a fait 5 ans et qui a éliminé l'onchocercose. Mais ça a été une ancienne molécule qu'on a remis sur le marché. Donc, en fait, c'est ce calcul-là que les compagnies font pour voir le marché. Et en fonction du marché, maintenant, ils font des investissements. Et donc, le marché africain, en termes de paludisme, n'est pas un marché qui est rentable. Et c'est pourquoi il faut une solution endogène. Oui. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette brillante intervention à ce premier numéro du webinaire, une série de webinaires organisés par le réseau des journalistes scientifiques. Je rappelle à tous nos confrères, à tous nos participants, que le professeur Ousmane Koïta est un professeur titulaire en parasitologie moléculaire, directeur du laboratoire de biologie moléculaire appliquée, qu'il a fondé en l'an 2000. Il a beaucoup travaillé sur le mécanisme de la résistance à la chloroquine et le développement de la nouvelle aminoquinoline antipaludique avec le professeur Donald Crostat. Merci, professeur. Merci à tous, chers confrères. Merci pour toutes vos interventions. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez toujours les envoyer et voilà, à un membre du réseau et nous pouvons organiser peut-être une interview personnelle avec le professeur Ousmane Koïta si vous le souhaitez. Très bien. Merci à Akosi Balao, présidente de ce réseau, pour cette initiative. Restez très chers confrères connectés à nos comptes sociaux pour être au courant de la prochaine thématique du second numéro de cette série de webinaires. Merci pour toutes vos interventions. Merci. Nous mettons fin. Merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Alors, merci. Au revoir. Merci. Et bonne chance. Merci, professeur.